Alors, le temps que les CDMM s'installent et que leur projet, ils vont vous expliquer leur projet. Voilà, en M2 CDMM, communication technique multilingue multimédia, qui va changer de nom l'année prochaine, qui va s'appeler communication technique multilingue, CTM. En CDMM, on demande aux étudiants de faire de la recherche et de publier en groupe un article en anglais qui sera ensuite publié sur notre plateforme hypothèse.org qui s'appelle Comtech P7. Hypothèse.org, c'est une plateforme de recherche française. Et Comtech P7, c'est le titre de notre page sur la communication technique que nous avons créée. Voilà. Donc, je pense que ça y est, les CDMM sont prêts. Ils sont tous bien entassés, là. Voilà. OK, alors je leur donne la parole. Alors, je vais juste faire une petite introduction. Donc, dans le master CDMM, les étudiants, ils apprennent les principes de rédaction. Enfin, je pense qu'il y a quand même pas mal d'anciens, donc vous savez ce que vous avez appris. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le master, du design, de l'ergonomie, de la programmation, de la gestion de projet et de la recherche. Et donc, c'est un master en alternance, professionnalisant, et on pourrait se demander pourquoi de la recherche ? Alors, mis à part le fait que du côté académique, quand on fait un master, forcément, il faut prouver qu'il y a de la recherche avec. Au niveau professionnel, en fait, ça a un grand intérêt puisque ça amène une prise de recul sur des pratiques professionnelles, un élargissement du champ de vision. Et donc, c'est ça qu'on veut encourager pour nos étudiants. Et surtout, donc, par l'intermédiaire de cette publication d'articles, c'est une contribution à la communauté professionnelle. Et donc, les étudiants vont présenter leur sujet, ce qui les questionne, ce qui les motive. Et si vous retrouvez les mêmes motivations, les mêmes questionnements chez vous, prenez contact avec eux, parce qu'ils ne sauront pas forcément que vous aussi vous êtes intéressés. Donc, on attend que vous échangiez avec eux. Et puis, comme ça, en fait, par cet échange entre les nouveaux entrants dans la profession et puis ceux qui sont déjà là depuis longtemps, on crée un réseau et on utilise ce réseau pour transformer notre connaissance collective. Je leur laisse la parole. Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Mathilde Garnier. Et voici mes collègues Chloé Canard et Héloïse Morceau. Donc nous avons décidé de travailler sur la publication multicanale. Donc pourquoi ? Alors, pour ma part, dans mon entreprise, en ce moment, on est en pleine migration de Dita. Donc on va passer d'une rédaction un peu libre sur un traitement de texte simple à une rédaction structurée pour faire du single sourcing avec le logiciel Oxygène. Et donc, le single sourcing offre de nombreuses possibilités de publication à partir d'un contenu unique. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'avec nos technologies actuelles, on a vraiment accès à un large éventail de possibilités de publication, donc du PDF, du web, du mobile. Et j'avais vraiment envie de creuser ça un peu plus. Et Chloé aussi a rencontré une problématique similaire dans son entreprise. Bonjour à tous. Alors, pour ma part, dans mon entreprise, je suis chargée de migrer des contenus papier et PDF sur une plateforme en ligne. Donc, pour l'instant, la publication multicanale, elle est toujours présente. Mais on pense qu'elle va disparaître parce que le but, c'est complètement de faire disparaître les formats PDF et papier. Cependant, à cause de certaines contraintes logistiques, donc en fait, moi, je suis à la SNCF, et les contenus, c'est fait pour les techniciens qui vont dépanner des trains. Et pour l'instant, ils ont encore besoin du contenu papier parce qu'il faudrait certains budgets pour des tablettes ou des téléphones et on n'est pas sûr que la SNCF soit très ouverte à voilà, merci, très ouverte à offrir ce budget. Bonjour à tous. Du coup, une fois après s'être interrogé là-dessus, on en est venu à se demander pourquoi produire ces différents supports et surtout comment. Et pour le pourquoi, on a déjà une idée un peu vague de la question, c'est-à-dire pour répondre aux besoins des utilisateurs. On s'est demandé aussi comment faire pour les produire. Et en étant encore relativement nouvelle dans le milieu de
de la rédaction technique, c'est là qu'on aura besoin de votre aide pour nous aiguiller un peu là-dessus et nous donner votre point de vue. Alors, du coup, on a quelques questions. Donc, vous, dans vos entreprises, quel support vous avez choisi et surtout pour répondre à quels besoins utilisateurs? Et à ce moment-là, comment vous y prenez? Et est-ce qu'il y a vraiment des différences au niveau du contenu ou au niveau de la mise en page? Donc, si vous avez envie de nous aider, si ce sujet vous intéresse autant que nous, j'espère que c'est le cas, vous pouvez nous contacter. Donc, voici nos adresses mail et nous attendrons vos mails avec impatience. Alors, bonjour à tous et merci d'assister à cette présentation. Alors, Adèle, Erti et moi-même, Célie, nous avons formé cette équipe pour vous présenter notre sujet de recherche qui porte sur l'accessibilité dans la communication technique. Alors, je vais dès à présent laisser la parole à mes camarades qui vont vous expliquer les raisons pour lesquelles nous avons choisi ce sujet et qui vont vous présenter les grands points que nous allons aborder dans notre article qu'on va produire à la fin de ce master. Bonjour à tous. Alors, premièrement, peut-être vous pouvez vous demander pourquoi on a choisi ce sujet. Donc, pour nous, la réponse, elle est évidente. En rédaction technique, l'objectif premier, c'est que le contenu qu'on écrit soit compris par l'utilisateur. Mais avant même qu'il soit compris, il faut qu'il soit accessible. Et donc, il est fondamental que le contenu soit donc accessible à tous. Nous, on a décidé de s'intéresser particulièrement à l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap sensoriel. Donc, on a choisi cette question-là, premièrement par sensibilité personnelle, mais aussi pour objectif d'améliorer l'expérience utilisateur. Et aussi, tout simplement, pour parler d'une minorité qui est peut-être un peu mise sous silence. Alors, bonjour à tous. En effet, suite à la création des normes internationales et aussi à la prise de conscience des utilisateurs, du public, l'accessibilité numérique, que ce soit dans la documentation technique ou du web ou dans le logiciel, a toujours été en fait une question d'actualité. Pourtant, il semble que certaines entreprises de documentation technique la prennent rarement en compte. Et nous savons par exemple que l'ergonomie ou l'accessibilité d'un logiciel pour les personnes en situation de handicap se repose sur sa documentation. On est tous bien d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, nous, en tant que rédacteurs techniques, en tant que communicateurs techniques, nous avons vraiment ce rôle en fait, à jouer pour promouvoir l'accessibilité et aussi pour que notre document il soit accessible à tout type de personnes, à tout type de public. Et à ce sujet, en fait, nous nous sommes demandé en quoi l'accessibilité améliore-t-elle vraiment l'expérience utilisateur des personnes en situation de handicap. Et nous avons envisagé de mener cette recherche en suivant les 3 axes, en se posant les 3 questions. Quelles sont les méthodes en faveur de l'accessibilité qui ont été mises en place? Est-ce que ces méthodes-là sont-elles répandues et respectées? Et les rédacteurs techniques sont-ils suffisamment formés? Voilà, alors n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez partager avec nous les méthodes qui sont mises en œuvre, vous, dans votre travail de rédacteur et rédactrice technique, s'il y en a dans la salle, ou juste pour partager vos suggestions et vos observations sur le sujet. Voilà, merci pour votre attention et bonne journée. Bonjour à tous, je m'appelle Christiane Freitas. Viviana et moi, ma collègue Viviana Macaluso, nous avons choisi comme thème l'utilisation des couleurs en rédaction technique et les contenus web. Et ce qui nous a amené à ces sujets-là, c'était en fait mon expérience en entreprise. Moi, je suis alternante chez Worldline et nous avons un site de documentation en ligne
comme vous pouvez regarder sur l'écran. C'est un site qui, pour l'instant, on n'a que 4 icônes assez colorées, mais nous sommes en train de proposer une nouvelle catégorisation de la documentation. Et donc, ces 4 icônes peuvent facilement être transformées en plusieurs icônes qui, à mon avis, ça fait un peu trop coloré. Donc, on a voulu aborder les sujets sur les règles et les limites de l'utilisation des couleurs pour ne pas trop gêner l'expérience utilisateur et pour que ce ne soit pas trop agressif pour l'utilisateur. Voilà. Bonjour à tous. Comme un collègue disait, nous avons choisi le sujet des couleurs, donc l'utilisation de couleurs dans la documentation et aussi dans les contenus web. Ce qui nous intéresse, c'est aussi le fait qu'il s'agit d'un sujet qui est souvent pris à la légère par le professionnel de la communication et aussi pas seulement par les professionnels. Donc, ce qui nous intéresse, c'est d'approfondir ce thème et de voir comment la théorie des couleurs, en fait, c'est un outil de communication performant. Et si c'est bien utilisé, on peut, donc les rédacteurs et pas seulement, améliorer la compréhension, l'organisation et aussi l'ergonomie d'un site ou d'une documentation technique. Si vous souhaitez nous donner votre avis, ici il y a nos adresses e-mail parce que en fait c'est dont on a besoin pour notre sujet, pour enrichir notre recherche. Donc, merci à tous. Bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on observe une tendance en ce moment sur Internet. C'est l'émergence des vidéos sur des sujets plus ou moins techniques, de tutoriels vidéo de cuisine en passant par des guides d'utilisation ou l'actualité condensée, tout y passe. Nous avons remarqué, durant nos apprentissages respectifs et les expériences que nous avons pu avoir auparavant, que l'intégration des vidéos est vraiment au cœur des préoccupations en ce moment. Et ce, vraiment, quel que soit le logiciel utilisé ou la plateforme que vous utilisez dans vos entreprises. C'est vraiment un sujet au cœur des préoccupations et qui va de pair avec un besoin utilisateur en pleine croissance avec l'ère actuelle. Et les différentes entreprises ont vraiment une vision totalement différente sur le sujet. Et c'est pourquoi c'est intéressant pour nous de savoir vraiment la place, mais aussi l'importance et l'impact que les vidéos ont dans vos documentations. Et on veut vraiment s'intéresser sur l'impact de ces vidéos aujourd'hui, mais surtout dans l'avenir et dans les années à venir. Alors, peu importe votre expérience avec l'intégration des vidéos, nous avons réellement besoin de vos témoignages, que vous ayez jamais pensé à intégrer des vidéos, que vous en ayez déjà intégré, ou que vous ne voyez pas l'intérêt d'intégrer des vidéos dans la documentation technique. Vous nous intéressez vivement. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail donc à cette adresse, mais également de nous poser des questions pendant le temps imparti tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, je vous présente d'abord mes camarades. Donc, Florian, qui est apprenti chez Vadesecure, et Marie, qui est juste là, qui est apprentie chez SAP. Et je m'appelle Samia, et moi, je suis apprentie chez Thales 6 GTS. Et je suis au sein du département Customer Experiences and Engineering. Et pendant le début de l'alternance, j'ai pu remarquer, grâce à l'intranet de Thales, qu'ils essayent de développer au fur et à mesure la réalité virtuelle et la réalité augmentée pour pouvoir et permettre aux clients d'être en immersion pour découvrir un produit plus facilement. Et on en est venu à se poser des questions sur ce sujet et réellement se poser la question comment et pourquoi la réalité virtuelle pourrait avoir une influence sur l'expérience utilisateur. Et alors, à comprendre ici, réalité virtuelle, on inclut aussi la réalité augmentée. Et c'est ce que mon camarade Florian va vous expliquer maintenant. Donc bonjour à tous, vous m'entendez bien ?
Donc oui, on s'est dit qu'on allait vous expliquer la différence entre réalité virtuelle et réalité augmentée parce qu'on s'est rendu compte que le public avait tendance à souvent les mélanger alors que ce sont des termes liés mais qui ont quand même une différence. Donc je vais commencer par réalité virtuelle parce que c'est ce que les gens connaissent le plus. Donc c'est, comme son nom l'indique, un environnement entièrement virtuel et interactif qui sert notamment à des projets sur le long terme. Donc là, par exemple, la capture d'écran, c'est Project Mole. Donc c'est un projet d'architecture pour créer un centre commercial que des architectes ont utilisé pour se projeter et savoir les décisions qu'ils allaient prendre, si elles étaient bonnes ou non. Et à côté, on a la réalité augmentée. Donc l'exemple le plus connu, c'est quand même Pokémon Go. Je pense que vous connaissez plus ou moins tous. Donc on prend son téléphone, on a la caméra qui montre son environnement et des Pokémon apparaissent dessus. Donc c'est le principe de la réalité augmentée. On superpose le virtuel sur le réel. Et donc l'exemple qu'on a sur la capture d'écran, c'était une vidéo d'un technicien Volkswagen qui était équipé de lunettes de réalité augmentée. Et donc il voyait un moteur qu'il était censé réparer. Et donc sur ces lunettes, il voyait donc les instructions en haut. Et en dessous, il voyait l'outil en 3D qu'il devait utiliser et comment. Donc voilà. Je laisse Marie continuer sur ce sujet. Donc toutes ces innovations sont assez intéressantes et on peut imaginer énormément de choses, de nombreuses applications pour ce futur de l'expérience utilisateur. On peut imaginer aussi que la friction entre l'intention et l'exécution d'une action seront d'autant plus réduites. L'utilisateur pourra apprendre de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. L'explication d'opérations et de concepts complexes pourront être simplifiés au maximum. On pourra aussi résoudre des problèmes de manière beaucoup plus facile, comme on l'a vu avec l'application mécanique et les lunettes virtuelles. Mais aussi, on peut imaginer que la réalité virtuelle pourra sauver les vies d'employés qui sont envoyés dans des conditions difficiles, voire dangereuses. Par exemple, la réparation de matériel en hauteur pourrait se faire grâce à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée. Donc ce sont des optimisations qui sont forcément très intéressantes et vers lesquelles on espère l'assistance utilisateur continuera de s'orienter. Donc, si vous avez des questions, des remarques ou des idées à nous partager, vous pouvez nous joindre à ces adresses mail-là. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, je me présente, je m'appelle Rosalie Notte. Voici mon camarade Hugo Thibault et Marion Renard n'est pas là aujourd'hui malheureusement, elle est malade. Alors aujourd'hui on voulait vous parler de la connaissance au cœur de la stratégie des entreprises. En fait on a pu remarquer que de nos jours la connaissance c'est vraiment une plus-value, ça va au-delà de la simple donnée ou de l'information, c'est quelque chose qu'on a besoin d'exploiter et de gérer. J'ai pu remarquer au sein de mon entreprise, donc moi je suis chez Thales Global Service, que le fait de gérer les connaissances, par le biais notamment d'un département qui est le Knowledge Management, ça permettait de capitaliser les connaissances et de faire que l'entreprise elle est pérenne, elle se démarque des autres. Donc la capitalisation, c'est le fait de repérer, préserver, valoriser, diffuser et actualiser la connaissance pour la rendre accessible à tous. Donc ça passe par un contrôle afin de la mettre à jour quand c'est nécessaire, de la partager et la diffuser au plus grand nombre dans l'entreprise pour que chacun y ait accès. Également de développer au final l'autonomie des utilisateurs, ceux qui peuvent l'utiliser et s'auto-former grâce à une connaissance disponible, par exemple via un intranet. Et effectivement aussi de valoriser les détenteurs de cette connaissance, puisque ce sont eux qui la prodiguent et l'enrichissent. Je laisse la parole à mon camarade Hugo. Bonjour à tous. Alors, on s'est posé la question de la gestion de la connaissance pour les entreprises qui n'ont pas de service dédié. Par exemple, je travaille, moi, au Centre scientifique et technique du bâtiment. Donc, c'est une entreprise qui a une taille
relativement importante. Il y a plus de 900 collaborateurs. Et je conçois des formations et j'ai besoin d'accéder au savoir des experts pour concevoir ces formations. Sauf que pour accéder à leurs connaissances, le seul moyen, c'est de prendre un rendez-vous, de fixer un rendez-vous et de parler. Mais il faut que ce soit plus rapide. Donc pour ces entreprises de taille réduite ou qui restent quand même importantes, c'est intéressant de s'intéresser à savoir comment mettre en place ce système. Alors on s'est posé plusieurs questions, on n'a pas les réponses, donc s'il y a des personnes qui sont intéressées par ce sujet, on sera intéressé d'avoir vos réponses. Tout d'abord, pour les entreprises qui n'ont pas de système de gestion de la connaissance, dans quel cas c'est intéressant de la mettre en place et dans quel cas ce n'est pas intéressant. Comment faire sans service de gestion pour que l'information passe rapidement sans avoir à voir avec un expert quand est-ce qu'il est libre pour savoir voilà, que l'information passe. Savoir est-ce que c'est indispensable, est-ce qu'on peut faire sans ou non. Voilà. Et pour les entreprises qui disposent d'un service, comment on peut augmenter son efficacité et qu'est-ce qui fait l'efficacité de l'acquisition, de la transmission, de l'exploitation de ces connaissances. Et enfin, on voulait s'intéresser à la place de l'utilisateur, parce qu'il est au centre de la connaissance. Donc savoir si on peut automatiser, s'il y a un moyen d'automatiser un peu l'acquisition des connaissances et savoir voilà, les moyens les plus efficaces de toucher les utilisateurs. Donc autrement que par des newsletters ou par des... Voilà. Donc voilà, donc si vous avez des réponses ou d'autres questions, voilà, vous pouvez nous contacter à cette adresse. Merci. Alors bonjour à tous. Bon, il n'y a plus beaucoup de temps, donc on va faire très vite. Alors moi je m'appelle Tiffaine et ma collègue Céleste et moi-même, on s'est posé une question assez complexe de par son côté très très hypothétique et peut-être pas réalisable, on ne sait pas trop. On s'est demandé en fait ce qui se passerait si demain tout passait à une langue généralisée dans le monde de la rédaction technique en fait. Et du coup voilà. Du coup, nous avons échangé sur notre expérience en entreprise et même si toutes les deux nous travaillons dans des entreprises françaises, nous nous sommes rendus compte que chez l'une, toute la documentation technique se fait en anglais, alors que chez l'autre, elle se fait encore en français. Et donc, on s'est posé la question, qu'adviendra-t-il du métier de rédacteur technique? Est-ce qu'il devra devenir un petit peu un traducteur? Parce que non seulement il devra déjà aller interroger l'expert et vulgariser l'information, mais en plus, cette information, il devra la traduire du coup après en anglais, qui ne sera pas forcément sa langue maternelle. Est-ce que ça veut dire aussi que les formations de rédaction technique vont changer et on va favoriser beaucoup plus l'anglais et même les étudiants anglophones ou bilingues. Et il y a même aussi d'autres questions par rapport au futur des entreprises. Et celle-là, c'est ma camarade qui vous en parle. Oui, on s'est d'ailleurs demandé du coup qu'est-ce qu'il adviendrait des entreprises qui ne travaillent qu'avec leur langue maternelle. Qu'est-ce qui se passerait si elles peuvent s'adapter ou au contraire pas possible, manque de budget parce que ça coûte assez d'argent de devoir tout basculer toute une documentation vers une autre langue et puis ça prend du temps. Est-ce que il y a une certaine valeur ajoutée à faire ça? On ne sait pas trop. Et on s'est aussi poser la question du client. Qu'est-ce qui se passerait vis-à-vis du client? Est-ce que lui aussi il devra s'adapter? Est-ce qu'on maintiendrait le travail de traduction du côté du fournisseur, donc du rédacteur technique? Du coup, on a beaucoup de questions qui n'ont pas encore de réponse. Et du coup, on serait intéressé de savoir si vous vous posez cette même question, si vous avez
aussi ses inquiétudes par rapport à ça, si un jour tout devait basculer à une langue généralisée. Donc voilà. N'hésitez pas à nous contacter pour nous parler de votre expérience, de comment ça se passe dans votre métier. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je me présente. Moi, c'est Ricardie Sterlin et je travaille à Thales dans le groupe Radar. Et Anaïs Beloche, qui est chez General Electric et qui travaille dans le département médical. Donc, on s'est posé la question des images et de leurs normes parce qu'on a eu des expériences opposées en entreprise en ce qui concerne les illustrations et les normes qui régissent l'intégration des illustrations dans la documentation technique. Donc, je vais laisser Anaïs vous raconter son expérience désastreuse qui a amené à cette question. Bonjour, je suis alternante chez General Electric Healthcare et on a une équipe de rédaction technique et un jour j'ai dû intégrer un document, une image, tout simplement, et je ne savais pas quelle était la méthode et comment faire, et donc j'ai demandé à un rédacteur technique, puis un deuxième, puis un troisième, et en fait chaque rédacteur me donnait une méthode différente. Et je me suis dit, il y a un problème d'homogénéité, il y a un problème de logiciel, il n'y a pas forcément le même format. Enfin, et j'ai trouvé ça hallucinant, surtout pour une entreprise qui fait de l'imagerie médicale. Enfin, voilà. Enfin, concernant les images médicales, voilà. Et du coup, je me suis posé cette question-là sur ce qui concernait les images et les normes. Quelles devaient être les normes, quels étaient les guides de style qui étaient utilisés par les entreprises et quel logiciel vous utilisez. Est-ce que vous avez vous aussi rencontré des difficultés avec certains logiciels voilà, enfin, de manière générale, qu'est-ce qu'il faut pour intégrer des images, pour créer et gérer des images dans la documentation technique. Ensuite, Marie-Caroline. J'ai eu une expérience assez différente. J'ai fait un stage l'année dernière, dans le cadre d'une autre formation rédaction technique dans une boîte. Lorsque je suis arrivée, on m'a donné un manuel. Il y avait c'était un guide de style pour l'écriture, mais aussi pour l'image, donc avec une formation où on nous disait pour intégrer les images, il faut suivre telle marche, il faut demander tel format aux sous-traitants, donc tout était sous-traité avec un fichier qui nous disait comment demander l'image, etc. Donc face à, on se dit que d'une entreprise à l'autre, en fait, ça varie. Donc on se pose la question, en fait, comment est-ce qu'il y a des normes générales qui existent déjà? Pourquoi c'est pas le cas dans chaque entreprise? Est-ce qu'on devrait pas accorder autant d'importance aux guides de style de l'écriture? Parce que dans toutes les boîtes, on a des guides de style d'écriture, mais pas forcément d'image, alors que c'est tout aussi important. Quand on ouvre un document technique, l'une des premières choses qu'on voit, c'est comme l'apparence d'une personne qui vient. Ce sont les images. Est-ce que c'est aligné? Est-ce que c'est propre? Oui, j'ai envie de lire. Donc voilà, c'est assez important. Donc on se pose ces questions. Anaïs, si tu veux conclure. Oui, donc si vous avez des retours d'expérience à nous faire partager ou des questions même que vous posez autour de ça, des choses qui vous intéresseraient sur ce projet, contactez-nous à projetcdmm1@gmail.com. Merci. Bon, merci beaucoup à tous les étudiants de CDM.